Mémoire vive, mémoire vive. Bienvenue sur Mémoire vive.tv, notre chaîne YouTube. Salut Karl. Comment vas-tu? Oui, bien, et toi? Ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Oui, c'est vrai. Ça date de 2006-7 par là? Oui, par là. C'est quand tu avais ton émission avec AOL, c'est ça? AOL, c'était le Club du Net, une émission politique. C'était mes débuts dans l'Internet et après j'ai arrêté Internet jusqu'à il y a un mois et demi. Mais pourquoi déjà tu t'étais mis sur Internet là, à cette époque-là? Parce que c'était tout nouveau là. Non, parce que j'avais été viré indûment du vrai journal et je me dis, et les trucs qu'on me proposait derrière la télé, c'était genre un jeu sur NT1. Donc j'ai dit non, ça je peux pas faire ça, c'est quand même pas à mon niveau. Et il y a ce nouveau truc qui démarre, on commençait à avoir de l'image, c'était le début du 2.0. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Et sur ma route, j'ai trouvé, il y avait deux propositions possibles, il y avait AOL et MSN. J'ai choisi AOL. Et malheureusement, ça n'a duré qu'un an, puisqu'aprais, ils ont mis la clé sous la porte. Oui, mais donc tu as suivi toute la campagne présidentielle de 2007 comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'était quand même, puisque au fond, d'une certaine façon, si j'avais été exclu Canal, c'était pour ne pas suivre justement cette campagne en direct sur le vrai journal. Donc je pouvais la suivre à ma façon grâce à Internet. Ouais, déjà, à l'époque, alors t'es passé de la télé au web. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là, éditorialement, de cette première expérience en fait? En fait, à l'époque, c'était pas encore Périscope. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment génial parce qu'on est en train de parler, on est chez toi. Et à l'époque, c'était un peu comme de la télé, en fait. Il y avait quand même des cadreurs, il y avait des caméras, on faisait du montage. Là, ce que je constate depuis que je suis revenu dans cet univers un peu mystérieux pour moi, des réseaux sociaux et tout, puisque j'ai ouvert en même temps, d'ailleurs, tu as suivi, le Twitter, l'Instagram, le Facebook, maintenant le Périscope, bientôt le prochain truc, c'est que c'est très réactif et c'est un peu décervelant en même temps. C'est un peu j'ai peur parfois, je pense à Birenbaum et à sa dépression, je me dis attention, faudrait pas que je fasse que ça tout le temps, sinon je vais devenir vraiment dingue. Et puis sinon, tu passes tellement de temps à tweeter ou à faire des belles photos du ciel pour mettre sur Instagram que derrière tu dis merde, mais on a oublié d'appeler Mélenchon pour l'interview de mercredi, mais merde, on a oublié ci, on a oublié ça. Donc c'est rigolo. Ah oui, j'ajoute encore un truc, ce qui est rigolo, c'est que ça rapporte pas un rond, mais ça c'est amusant, mais ça va pas rester amusant très longtemps. Ouais, quand même, il y a des sites qui font beaucoup de vidéos, quand tu vois Vice, etc., qui cartonnent. Ouais, c'est vrai. Mais alors Vice, tu sais qu'ils ont commencé aux États-Unis par une vidéo qui venait du vrai journal. C'était mon ami Jordanov qui était allé acheter une tête nucléaire en Bulgarie. Oui. Et ils avaient tellement aimé ce sujet qu'ils nous l'ont racheté. Et c'est comme ça que Vice USA a commencé. D'accord. Ouais. Donc, alors, on t'avait un peu perdu de vue. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es producteur de documentaires, entre autres? Je fais beaucoup de documentaires sur les faits divers, parce que je m'intéresse beaucoup, en fait. Ça a été on va dire, mon deuxième métier. C'était un retour à une forme de journalisme où tu vas vraiment mouiller la chemise sur le terrain. Et comme j'étais un peu interdit de parole en politique, je m'étais dit, le fait divers, c'est mon autre passion. D'ailleurs, c'est une autre des raisons pour lesquelles je suis tombé, c'est la fameuse affaire Allègre-Baudis. Et je me suis dit, c'est bien, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Je vais donc faire des faits divers et je vais m'intéresser spécialement aux affaires de pédocriminalité, de pédophiles, quoi. Et donc j'ai fait quand même, j'ai compté 121 documentaires entre 13e rue, RMC Découverte, qu'on va donc remettre petit à petit. Là, on en a mis en ligne sur le fichier de Zandvoort, qui est un peu l'affaire emblématique en termes de pédophilie. Et là, par exemple, demain, on va mettre en ligne l'affaire d'Anaïs Marcelli. Alors pourquoi? Parce que, grâce à ce documentaire, on sait depuis hier, depuis les dernières nouvelles d'Alsace, que le dossier va être rouvert et un nouveau juge d'instruction. Et moi, j'ai toujours dit, alors comme je suis en direct, j'en profite, parce que tu es moins attaquable si tu es en direct, donc je pense que Périscope tombe sous le coup de cette loi. J'ai toujours dit que c'était le grand-père. Donc tu connais pas l'histoire, donc tu me regardes avec des yeux béats. Oui. J'ai toujours dit c'est le grand-père, je suis même allé sonner à son interphone pour qu'il m'ouvre. Et je me suis fait envoyer chier par une espèce de Gretchen, parce que c'est en Alsace, qui doit être sa femme, et qui a dit non, nous voulons rien avoir à voir avec cette affaire, dégagez monsieur Serrault. Et donc dans cette affaire, voilà, ça prouve que des docs, ça peut faire avancer les choses. Donc je suis fier. Et pourquoi tu as ouvert une chaîne sur YouTube? Parce que tu es venu sur les réseaux sociaux, mais tu as surtout ta chaîne sur YouTube. En fait, c'est parce que mon dernier né, Vincent, 15 ans, ne savait absolument pas ce que je faisais dans la vie avant sa naissance, quoi. Oui. Il était trop petit du temps du vrai journal. Quand ça s'est arrêté, il devait avoir 6 ou 7 ans, donc ça n'avait pas de sens pour lui. Il préférait regarder Tiji ou Gulli. Et donc, je me suis dit, c'est le meilleur moyen que les gens se rendent compte de ce que ça a pu être et du ton que ça avait, c'est de rediffuser
des bons moments du vrai journal. Est-ce que tu avais une proposition de YouTube que tu as refusée? J'en ai eu une, oui, il y a 3 ans, oui. Il me proposait 1 million d'euros, j'ai été con, j'ai refusé. Mais non, parce que j'étais très investi sur les docs de faits divers et tout, donc j'ai laissé tomber et peut-être j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Je le fais sans moyens et puis c'est pareil. Ce que tu me disais, c'est que tu as beaucoup d'archives en fait et des rushs exceptionnels de tes émissions. Le vrai journal, si on prend juste la partie vrai journal, ça a duré 10 ans. Il faut savoir que c'était pas une émission en direct, les interviews duraient fort longtemps à enregistrer, parfois une demi-heure, 1 heure, et on en gardait 7-8 minutes. Et donc quand on les revisionne maintenant, on se rend compte qu'il y a des tas de petits moments volés incroyables qui font florès sur Internet et qui amusent, ou aussi des interviews oubliées, comme celle de Pierrette Le Pen. Même moi, j'avais oublié que j'avais interviewé Pierrette Le Pen. Et en fait, c'est en allant farfouiller dans la cave aux archives, d'où le nom d'ailleurs de la chaîne Zéro Absolu, parce que la cave aux archives est très froide, moins 273 degrés. Et là, en voyant ça, on s'est dit, ah ben voilà, et à ce moment-là, Le Pen a recommencé avec ses conneries, donc on est bien tombé pour le lancement de la chaîne, on va dire. Comment tu trouves que ça a changé un peu tout l'environnement, l'écosystème des médias? Parce qu'entre 2006-2007, c'était le début de l'arrivée un peu il y avait les blogs, Internet, etc. Maintenant, il y a les chaînes d'infos continues qui prennent beaucoup de place dans l'écosystème. Il y a le temps réel, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est arrivé ces dernières années. Ouais, et le temps réel, et on est en train de le faire là. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, bon là, on papote tous les deux agréablement sur ce canapé. Oui. Mais ce truc-là qu'on est en train de faire, c'est le truc de demain, c'est évident. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui fait une chaîne de télé dans la rue avec son truc. Ça, c'est quand même absolument génial. Ça, c'est mon rêve depuis toujours. Oui. Si tu veux, même si tu vas à l'étranger et que tu fais une enquête, parfois, il y a des tas d'endroits où c'est difficile de sortir la cam et tout. Maintenant, tu pourras directement avec ça, en direct, balancer les images de ce qui se passe au moment où ça se passe. Twitter aussi, ça a changé pas mal de choses entre ces dernières années. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Franchement, je sais pas pourquoi, j'adhérais pas. J'avais ouvert un compte, mais il était mort-vivant. Je faisais une pauvre annonce pour dire, regardez mon doc à telle heure. Bon, c'est tout. Mais là, maintenant, je commence à me rendre compte de la puissance que ça a et de l'intérêt que ça a, parce qu'il y a aussi beaucoup d'infos que je trouve pas dans les médias traditionnels et que je trouve grâce aux réseaux sociaux quand même. Oui, puis surtout, on est en train de voir aussi cette façon de pouvoir interagir. Alors, tu as les clashs sur Twitter, tu as les clashs dans les médias entre des personnalités, tu as des gens qui s'apostrophent. Ça amplifie le côté un peu, j'allais dire, moins glorieux. Ouais, mais ça, alors, c'est le côté closer ou voici qui s'est généralisé, parce que moi, je me rappelle... Bon, qui est un peu con, non? Non, je me rappelle qu'en 2006-2007, si on remonte jusque-là, on nous disait toujours, oui, mais les blogs, ça va pipoliser, la formation, ça va être trash, etc. Puis finalement, quelques années après, on voit finalement c'est les médias qui ont pris le pas là-dessus et qui nous racontent un peu tout et n'importe quoi. Oui. Qui amplifie avec les sites internet des médias, etc. Oui, mais en fait, tu noteras que ça marche toujours dans ce sens-là. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, en fait, les journalistes ils sont branchés constamment sur leur Twitter et la vie de l'info, elle se fait là, surtout. Oui, 80% des journalistes français sont sur Twitter, oui. Et d'où ils tirent leurs infos de ça. Mais tu te souviens que c'est pas le premier direct qu'on fait sur Internet avec un mobile, on en avait fait déjà en 2008. Alors c'était pas Periscope, c'était comment? Non, c'était une autre application, on avait fait à l'époque, je me rappelle. C'était sur YouTube? Ouais, on avait même eu des commentaires, donc ça il y a assez longtemps qu'on Bon, et là, les gars, est-ce qu'on a des commentaires? Alors, est-ce qu'on a des j'aime? Aimez-nous, on va regarder maintenant vos commentaires. Alors qu'est-ce que c'est? Le gabin, ça va? Oui, ça va. Ah bah. Alors c'est la première fois que Karl il regarde un peu les commentaires en direct. Il y a des petits cœurs. Il y a des petits cœurs, il n'y a pas de petites questions? Bon, c'est le moment de poser des questions, les enfants. Ouais. Et alors l'avantage aussi, c'est qu'on peut filmer, on n'est pas à la télé. Ça t'ennuie pas pour ton manger? Non, moi ça va. Ok. Ouais. Le direct qu'on avait fait, c'était pour Bing W. Voilà, c'est ça, la sortie de la Projo. Le film sur Bush. Ouais. On avait fait ça dans la cour. Là, Ouais, je me rappelle très bien qu'on a eu des commentaires. Bon, alors on a des petits cœurs. Alors on nous aime beaucoup, hein. Ouais, c'est bien. C'est normal, on présente en même temps la nouvelle génération. Alors sinon, je fais un peu de pub. Allez tous voir l'interview qu'on a fait de Jean-Louis Debré, qui nous parle de Jacques Chirac, et c'est sur à la fois le Huffington Post et aussi sur Karl Zéro Absolu, la chaîne YouTube qu'on a créée il y a 1 mois et demi. Et on va essayer de faire une interview toutes les semaines avec le Huff. Et l'avantage, c'est qu'ils ont un studio.
Donc on pourra aller dans leur studio. Bon, tu me diras, on pourrait les faire avec Periscope. On le fera aussi avec Periscope maintenant. Mais c'est des interviews plus posées. On a appelé ça les grands entretiens. C'est un peu pompeux, mais en même temps, c'est très drôle. En tout cas, sur Chirac, c'est poilant parce que c'est vraiment son fan absolu. Il l'aime d'amour et il raconte toutes ses expressions. Et comme c'est un peu le Audiard français, Jacques Chirac, le dernier Audiard vivant, on va dire, bien qu'il a un peu perdu la boule. Enfin, en plus, il paraît qu'il est devenu culte auprès des Mais oui, tu tout. connais pas le Tumblr? Non. Ah, ça Chirac. Fuck yeah, Jacques Chirac. Oui. Ah ouais. Le swag, c'est Chirac. Toutes les photos où il est super classe et tout. Ah oui, il y a un culte. Ah, mais moi aussi, je croyais que tu connaissais. Non, je le connais pas. Ah ouais. Il y a des t-shirts avec les... Moi, j'ai retrouvé un truc qui est génial. C'est les vœux qu'il envoyait quand il était maire de Paris avec Bernadette à ses chers concitoyens. Chaque année, il y avait une photo. On dirait que c'est Pierre et Gilles qui faisaient les photos, entourés de fleurs, madame dans des tenues absolument ravissantes, lui parfois en smoking, ou près de la crèche. Enfin, ça, il faut que je les retrouve et que je les foute sur le Tumblr, alors s'il y a un Tumblr. Ah bah, il faut absolument que tu vois. Et il y a des magazines de mode où il y a des reportages entiers sur cette tendance de Chirac. Le look Chirac. Ouais, t'as même dans les rock, etc. Oui, ça fait partie des tendances. C'est drôle, c'est drôle. Et quand tu vois un petit peu ce que font les journalistes télé, les animateurs télé avec les réseaux sociaux, tu observes ce genre de choses ou pas vraiment? J'ai l'impression qu'il n'y a que Nikos Aliagas, toutes les 15 secondes, il se passe un truc avec Nikos. Je sais, ça doit être son sang grec. Moi aussi, j'ai un peu de sang grec. Alors, les Grecs sont très réseaux sociaux, je sais pas. Ils socialisent à mort, en tout cas, lui. Hein. Mais alors, les autres, je vois pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils disent, les autres? Ce qui est intéressant de voir, en tout cas, c'est sur les usages aux États-Unis. J'imagine que tu lis un peu de choses là-dessus qui montrent que de plus en plus de gens regardent la télé sur les écrans. Et en streaming, etc. Donc, on voit... Salut, Mathieu. On voit, en fait, que c'est en train de se basculer tout doucement, hein, l'audience, un peu par les autres écrans. Le mobile, la tablette, le streaming avec Netflix, etc. Donc on voit aussi qu'il va y avoir un besoin de programmes différents, je pense. Et c'est surtout qu'on regarde plus, on va plus regarder à une heure fixe, on va regarder à l'heure qu'on choisit. Bon, ça, c'est en train de choisir. En fait, c'est déjà fini, ça. Moi, je regarde plus jamais la télé à heure fixe. Le dernier rendez-vous, mais en fait, je crois que c'est par dérision. Et à 20h, j'allume la télé pour regarder le JT. Mais je lâche au bout enfin, en même temps, je fais plus ou moins la cuisine et tout, mais je lâche au bout de 2 secondes. Parce que franchement, ça résiste pas, quoi. Là, ils ont un énorme problème. Donc après, finalement, je me refous sur BFM pour avoir une espèce de digest rapide des trucs. Et sinon, pour le reste, c'est uniquement de la VOD, quoi, finalement, maintenant. Et tu regardes un peu ce qu'il y a sur YouTube, les jeunes, etc., ce qui se fait? Je regarde un peu, mais je suis pas sûr. Mon fils, qui a 15 ans, il regarde beaucoup. Donc, quand il chope un truc qui le fait vraiment marrer, il me le montre. Et des coups, je me marre, et des coups, je me marre pas du tout, parce que je comprends rien, quoi. Tu vois, non, parce que si tu veux, il y a toute une culture que j'ai pas forcément. Par exemple, du jeu vidéo. Je n'ai jamais joué de ma vie. J'ai 53 ans. J'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Donc, je vais pas m'y mettre maintenant pour essayer de faire jeune, tu vois. Il y a. Jamais trop tard. Non, mais non. T'as peut-être pas envie, c'est autre chose. Non, mais c'est pas mon truc, quoi. Les jeux, j'ai jamais aimé ça, même enfant. Donc, c'est pas maintenant que j'ai commencé à jouer. Mais par contre, il y a des trucs qui sont drôles, ou parfois, il y en a un qui fait des critiques de Cinoche, qui est intelligent, qui est cultivé, drôle, intelligent. Il y en a qui sont vraiment bien. Après, ce que j'aime pas beaucoup, c'est l'idée que ça soit l'endroit YouTube, là, avec les youtubeurs, où Canal va faire son marché. Il prend son petit caddie et il va chaque année repérer les 2-3 talents, ou alors carrément, il rachète comme Baguel. Ça, je trouve ça étrange, quoi. Parce qu'avant, ce qui était bien, je trouve, enfin, à ma génération, c'est qu'on allait repérer des talents comme ça qui sortaient de rien, et on les prenait et on les faisait monter. On prenait pas des mecs déjà aboutis ou qui déjà ont leur univers, qui déjà sont des petites stars. On prenait des gens sortis de rien et on les faisait monter très haut. Ça, c'était bien. C'était l'esprit Canal d'autrefois, quoi. Oui, puis il y avait l'esprit d'avant aussi. Il y avait, on peut peut-être en dire 2 mots sur Radio Nova Actuelle, etc. C'était le même esprit, c'était la même chose. Hein. C'est ça, c'était de prendre des gens qui sortent de l'ordinaire et d'essayer d'en faire quelque chose. Et s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là, Jean-François Bizot et puis par la suite Alain de Greff, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler. Enfin, si, mais je serais là parce que je serais un voisin, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point c'était aussi des pépinières. Le fait de pouvoir aussi apprendre. Et c'est très important. Maintenant, c'est plus individualiste. Hein. Chacun est pour. Oui, en même temps, maintenant, chacun a les outils aussi pour le faire. Donc, une fois on apprend à travailler ensemble avec ceux qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire encore. Oui, ça, c'est très important, bien sûr. Bien sûr. Il y a tout ce que moi, j'ai pu apprendre de ces maîtres-là, entre guillemets,
si je pouvais, j'aimerais bien l'apprendre aujourd'hui aux jeunes, mais il n'y a plus d'école comme ça, quoi. Ouais, une prochaine fois, peut-être on parle du gonzo-journalisme. Ah, là, ça sera le prochain Périscope. Ouais, parce que c'est un sujet intéressant. Puis il y a des parallèles un peu avec l'esprit Internet, je trouve. Bon, alors, il ne nous pose aucune question. Ah, bon, Mathieu Berthelot nous a rejoint, mais il ne pose pas de questions. Ouais. Il reste sans voix. Bon, bah les gars, on va vous laisser... On en est au tout début. Enfin, ce qu'on fera, on en fera... Mais je sais pas, il dort peut-être. Ouais, il dort, mais oui. Ouais. Non, c'est le retour du week-end long. Ce qu'on fera, c'est on se redonnera rendez-vous, peut-être, comme ça on pourra avoir des interactivités. Parce que bon, il faut commencer là. Je sais pas combien on a de vues. Mais si on a 200 ou 300 personnes, on est très content. Hein, on est au tout début de ça. On peut faire en extérieur aussi. Oui, on peut faire en extérieur parce qu'évidemment, notre équipement Mémoire Vive, pour ceux qui connaissent, c'est surtout d'être mobile et donc de pouvoir aller à l'extérieur. Mais là, on voulait être bien installé, une belle lumière. Hein, Verrier Sacha avec son truc, c'est incroyable. Ce qu'il faudra qu'on fasse une prochaine fois, c'est le faire dehors ou un événement, comme on en a déjà eu l'occasion de le faire. C'est assez drôle. Alors, on va vous redonner nos noms Twitter. Sacha, il y a notre petit oiseau aussi. Alors, vous pouvez suivre Carl, bien sûr, sur Twitter, c'est Carlito0. C'est ça. Ah oui, c'est les effets spéciaux très élaborés. Et on a aussi notre petit oiseau pour nous dire... Parce qu'il faut le faire 2 fois. Oui, il faut le faire 2 fois, parce qu'on a 2 caméras. Si vous voyez l'installation, là, on est en train de se compliquer la vie, on est en train de tout faire avec 2 iPhones en même temps. Et pourquoi tu as ce petit oiseau noir? Pour nous dire de nous suivre sur Twitter, parce que c'est nos effets spéciaux. D'accord. Voilà. Donc, il faut suivre Mémoire Vive. C'est Qui a fabriqué ce truc? C'est pas mal, hein? Ouais, nous, on veille à avoir vraiment des équipements high-tech sur notre chaîne. Donc, vous pouvez suivre Même Vive, Carlito0 sur Twitter, Natacha QS aussi. Et on se donne rendez-vous bientôt. Et puis maintenant, vous avez aussi Carl qui est sur Periscope. Voilà. On en fera d'autres. Voilà. Peut-être qu'on fera une autre pause culture un de ces jours. Après la lecture de Rainer Maria Rilke. Ah oui, c'est la pause culture presque tous les jours maintenant. Voilà. À bientôt, salut. Merci. Mémoire vive.